Médiation obligatoire, vous l'avez dit, la formule est paradoxale. Une médiation supposant une volonté partagée des différentes parties, elle devrait obtenir l'adhésion des uns et des autres. Il faut bien voir que le dispositif créé à la suite de la loi de 2016 est un dispositif qui est quand même fondé sur le volontariat. Les collectivités locales sont libres d'adhérer ou non au dispositif dans les départements qui ont été définis et listés par un arrêté qui a suivi le décret de 2018. Et par ailleurs, vous l'avez souligné, monsieur le professeur, les parties sont libres de terminer, d'achever positivement ou de mettre un terme à la médiation. Expérimental, le terme est intéressant parce que, d'une part, il indique que l'administration centrale a voulu aller pas à pas, et puis il indique aussi que cette médiation, ce système, a en lui de fortes potentialités qui vont permettre peut-être au bout des 4 ans, c'est-à-dire en 2020, son développement. Alors la naissance du dispositif s'est faite avec beaucoup de discussions. Le décret notamment de 2018 a fait l'objet de critiques syndicales qui voyaient là un affaiblissement du recours au juge, un éloignement de son accès et qui avait des réticences à confier à des tiers la discussion autour d'un litige qui normalement se règle en interne. Néanmoins, le dispositif a été mis en œuvre et dans une première partie, je l'évoquerai, mais rapidement, compte tenu de ce qui a déjà été dit, et je vous donnerai mon avis sur ce dispositif. Je ferai une sorte de bilan aussi de la médiation obligatoire à l'heure actuelle, et puis j'aurai quelques réflexions d'ensemble pour terminer. Le dispositif. Ce qui est intéressant, c'est que la médiation obligatoire a été conçue par référence aux 2 autres médiations mises en place en même temps, qui sont la médiation à l'initiative des parties et la médiation à l'initiative du juge. En effet, la référence est faite dans le décret de 2018 à la section première du chapitre 3 du titre 1er du livre 2 du Code de justice administrative qui, en 3 articles ou 4 articles législatifs et 4 articles réglementaires, chapeaute la médiation à l'initiative des parties et à l'initiative du juge. Et de ce chapeau, on conçoit une certaine cohérence dans la médiation, dans le processus de médiation. D'abord parce qu'il définit le processus de médiation, on vous en a donné les termes tout à l'heure, et puis surtout parce qu'il prend appui sur 4 ou 5 principes qui fondent la médiation. Le premier de ces principes, c'est le principe de confidentialité. Il est rappelé dans cette section du Code de justice administrative et il est très important pour nous, juges. Effectivement, la médiation doit aboutir à un accord qui n'est connu que du médiateur et que des parties. Le deuxième point d'appui, c'est le médiateur lui-même. Le médiateur lui-même voit ses fonctions définies, il ne décide pas, il réunit, il essaie de rapprocher, et surtout, dans la partie réglementaire, il est indiqué que le médiateur doit suivre une formation, c'est-à-dire que le médiateur a des fonctions qui ne vont pas de soi. Il faut, au préalable, qu'il ait suivi cette médiation. Et ces principes s'appliquent effectivement à la médiation préalable obligatoire. On note d'ailleurs que le législateur et le pouvoir réglementaire ont été assez rapides parce qu'on renvoie à cette section
du Code de justice administrative qui a 2 voies de désignation du médiateur, par accord entre les parties ou par désignation du juge. Le décret est un peu différent, puisque pour la médiation préalable obligatoire, le médiateur est qualifié et nommé, désigné par le président du centre de gestion. La deuxième chose, en ce qui concerne le dispositif que je voudrais évoquer, c'est que la médiation préalable obligatoire emprunte pas mal de ce que l'on appelle le recours préalable obligatoire. Vous le savez, dans l'administration, il y a préalablement à la saisine du juge et sous peine d'irrecevabilité si on ne les exerce pas, un certain nombre de recours préalables obligatoires. C'est le cas en droit fiscal, par exemple. Lorsqu'on conteste un impôt, eh bien, on doit faire une réclamation préalable obligatoire auprès du centre des impôts. Il faut savoir qu'effectivement, il existe 140 recours préalables obligatoires dans le contentieux administratif, ou près de 140. Et l'on a emprunté à ce mode, finalement, de règlement préalable des litiges un certain nombre de points qui se retrouvent dans le cadre de la médiation préalable obligatoire, et notamment le fait que la saisine du médiateur interrompt les prescriptions et interrompt les délais de recours. Le délai de recours commençant à recourir à zéro à partir du moment où l'on a trouvé un accord et où cet accord a été notifié à toutes les parties, et puis à partir du moment où l'un ou l'autre a renoncé à la médiation et l'a indiqué également, l'a notifié à toutes les parties. Et on emprunte d'ailleurs à la jurisprudence administrative pour considérer que dans la décision mettant un terme à l'accord, à la médiation, positivement ou négativement, on n'a pas besoin d'indiquer les voies et délais de recours, comme c'est le cas lorsqu'on fait un recours contre une décision de refus d'aide juridictionnelle. En réalité, il suffit qu'il y ait une décision et le recours contentieux reprend. On ne peut pas non plus opérer un recours gracieux après la médiation. En revanche, on peut en opérer un avant la médiation. Je constate d'ailleurs que dans la convention qui a été proposée par le Centre de gestion des Landes, il est indiqué et qu'il est préférable de faire un recours gracieux au préalable pour avoir soit une décision implicite, soit une décision explicite. Le troisième point, c'est ça emprunte aussi à une voie qui existait et qui est connue du juge administratif, qui est la voie transactionnelle. Nous avons, dans l'arsenal de la procédure administrative non contentieuse, 2 types de médiation connues, qui sont les commissions concernant les accidents médicaux et qui est le comité de règlement amiable des litiges. On a donc dans l'arsenal administratif français des situations dans lesquelles on peut saisir un tiers qui donnera sa réponse sur la demande d'un justiciable, que ce soit en ce qui concerne les marchés publics ou que ce soit en ce qui concerne les accidents médicaux. On voit donc que le système n'est pas né de lui-même. Il trouve ses racines dans le développement de la procédure administrative contentieuse. Et cela est bien pour 2 raisons au moins. Parce que le justiciable a connaissance depuis longtemps de ces mécanismes et qu'ils sont faciles, je dirais, à employer. Et deuxièmement, parce que pour le juge, il comprend très exactement le processus qui va aboutir à la médiation. Voilà pour le dispositif, les quelques réflexions
que je ferai sur ce dispositif. Maintenant, le bilan. Alors, le bilan est tout à fait satisfaisant. On vous l'a dit tout à l'heure, ça a commencé au cours de l'année 2018 par une série de réunions avec les centres de gestion, réunions au cours desquelles ont été abordés différents points qui pouvaient poser problème. Le premier problème, c'était de savoir comment s'opérait l'adhésion des collectivités territoriales. Et nous avons conçu un système, effectivement, où la convention serait signée par l'exécutif de la collectivité territoriale et où le conseil municipal, s'agissant d'une commune, délibérerait sur cette convention. Alors, ça a un double avantage, c'est-à-dire que ça permet de communiquer et d'informer les habitants ou les citoyens autour, et les agents surtout, autour de ce mécanisme nouveau. Et puis, ça marque effectivement par écrit les conditions dans lesquelles les deux parties s'engagent et dans lesquelles le système va être mis en œuvre. Cela a été précédé, il faut le dire, pour les 3 centres de gestion, puisque le tribunal administratif de Pau est concerné par 3 départements, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Ça a débuté par une information très forte, et là je salue effectivement l'action des centres de gestion auprès des collectivités locales pour adhérer au système. Il y a ensuite eu des réunions qui ont porté sur les définitions, les principes et les interprétations qu'on pouvait avoir du texte autour de la médiation. Je prendrai un exemple qui est celui du premièrement de la liste des décisions individuelles défavorables qui peuvent être contestées par un agent. Il porte sur les éléments de rémunération. Il s'agissait de savoir, et finalement ça a été tranché par le Conseil d'État, si les agents contractuels relevaient de ce premièrement, c'est-à-dire des décisions défavorables portant sur les éléments de rémunération. Et on a considéré qu'effectivement, à partir du moment où l'article 136 de la loi de 84 faisait référence sur la fonction publique territoriale à l'article 20 de la loi du 13 juillet 83 qui définit la rémunération des agents publics, eh bien, on a considéré que les agents contractuels rentraient dans le champ de l'expérimentation. De la même façon, on a considéré, et ça logiquement, que les décisions réglementaires ne faisaient pas partie de ce champ, puisque à chaque fois, il est question de décisions individuelles. Et enfin, lorsque le pouvoir réglementaire parlait des litiges relatifs aux décisions défavorables, on a estimé que cela ne concernait pas seulement le litige portant sur un refus de rémunération, mais également sur un litige indemnitaire, c'est-à-dire à la fois du plein contentieux pour certains des items, pas pour tous, mais aussi du recours pour excès de pouvoir, ou plutôt du recours pour excès de pouvoir et du plein contentieux. Alors c'est ces éléments qui ont été discutés. Alors on est entré plus dans le détail puisque on m'a demandé mon avis sur une liste très longue de décisions pour savoir si elles rentraient ou non dans le champ de l'expérimentation. Et lors des discussions avec les représentants des centres de gestion, j'ai donné mon avis, ce qui est un avis évidemment personnel, qui n'est pas forcément celui du tribunal au contentieux, mais qui pourra, le cas échéant, servir de guide, au moins temporairement. Sur les chiffres, on constate que de très nombreuses collectivités locales dans les 3 départements ont adhéré. En ce qui concerne, par exemple, les Hautes-Pyrénées, il y a 149 collectivités locales. En ce qui concerne les Pyrénées-Atlantiques, 285. En ce qui concerne les Landes, 318. Lorsque l'on
regarde la liste des collectivités locales qui ont adhéré, on s'aperçoit que les petites et moyennes communes ont adhéré en grand nombre. Les CCAS, les départements également, les 3 départements ont adhéré. En revanche, si Tarbes a adhéré, Pau n'a pas adhéré. Mont-de-Marsan non plus, je crois. Alors, il faut se poser la question, qu'est-ce qui explique cette non-adhésion? Est-ce que c'est un effort de communication qui a été faible à leur égard, ou est-ce plutôt la réticence à confier à un médiateur, c'est-à-dire une personne tierce, le règlement d'un litige dont les grandes communes estiment qu'elles peuvent régler en interne? Je crois que cette prise de position, alors il peut y avoir aussi d'autres données que nous ne connaissons pas, mais que cette prise de position manifeste une certaine réticence dans, je dirais, l'abandon, ou du moins un mécanisme qui se sépare du mécanisme qui est prévu par le statut. Pourtant, le pouvoir réglementaire a veillé, et ça a été d'ailleurs indiqué par certains centres de gestion expérimentateurs, a veillé à ce que ce soit des décisions, je dirais, pas neutres, mais en tout cas des décisions qui ne portent pas à conséquences extrêmes, je dirais. Certains centres de gestion souhaitent d'ailleurs, et ont manifesté leur volonté, d'ajouter à la liste, ou de restreindre, ou de limiter, ou de préciser ces limitations, notamment lorsqu'il s'agit de décisions médicales. Les centres de gestion n'entendent pas mettre en œuvre la médiation préalable obligatoire et ne le souhaitent pas. En revanche, pour des décisions concernant des préjudices, comme des préjudices moraux ou d'autres types de décisions, on pourrait très bien concevoir un élargissement du champ d'application de la liste qui a été déjà prévue. En ce qui concerne les médiations qui ont été mises en œuvre, là aussi, même si elles sont limitées, je dirais que c'est un succès. Alors, vous l'avez dit, en ce qui concerne le Conseil général des Landes, 2 médiations sont en cours. En ce qui concerne les Pyrénées-Atlantiques, il y a déjà eu 3 médiations préalables obligatoires, dont 2 qui ont abouti. Et dans les Hautes-Pyrénées, il y a eu 3 médiations préalables obligatoires, dont une concernait une mise en disponibilité d'office et 2 portées sur les critères de cotation des postes quant à l'ouverture de droits indemnitaires. Alors, il ne faut pas s'étonner de ce démarrage lent. Nous-mêmes, lorsque nous avons mis en œuvre la médiation à l'initiative du juge, nous avons démarré lentement. Pour quelle raison? Parce que cela nécessitait une prise de parole avec les différentes administrations, une organisation interne des différentes administrations, de façon à ce que leurs représentants, lors de la médiation, puissent légitimement l'engager. Et je ne vous cacherai pas qu'au départ, ça a été difficile. Néanmoins, en convainquant les différentes grandes collectivités et grandes administrations qui dépendent du tribunal administratif, nous sommes parvenus, néanmoins, à enclencher un processus avec un nombre de médiations non négligeable. Je pense que cela va être la même chose, même si encore le champ d'application a été limité par le pouvoir réglementaire. Les agents, de plus en plus, lorsqu'ils auront un litige, saisiront, c'est obligatoire de toute façon, le centre de gestion. C'est tellement obligatoire qu'il y a une sorte de filet que j'ai déjà mis en œuvre à 2 ou 3 reprises, et qui est celui du contrôle du juge sur les requêtes qu'il enregistre. Si la requête porte sur l'un des domaines qui est soumis à médiation obligatoire et que je constate, ou qu'un président de formation constate que cette requête n'a
pas été précédée par la médiation préalable obligatoire alors qu'elle aurait dû l'être et que l'agent dépend d'une collectivité territoriale qui a adhéré au système, eh bien, je vais rejeter la requête pour irrecevabilité, on appelle ça des ordonnances R222.1, du nom du dispositif ou de l'article du Code qui le prévoit, et je renvoie dans un article distinct le dossier au centre de gestion compétent pour qu'il se saisisse de la réclamation de l'agent. Le système est donc bien mis en œuvre, bien mis en place, et je pense qu'il a toutes les chances de bien fonctionner. Voilà les deux premiers points dont je voulais vous parler. Le troisième concernera, je dirais, quelques réflexions autour de ce dispositif. Alors, on l'a dit, la médiation préalable obligatoire est fondée sur quelques motifs. Je les rappelle rapidement. Éviter de porter un désaccord d'emblée devant le tribunal en essayant de régler le litige en amont. Favoriser le dialogue entre l'agent et l'administration, c'est-à-dire qu'il y a une modification d'optique de la relation entre l'administration et les fonctionnaires, ce qui suppose une autre approche, et une situation qui est appréciée différemment de l'application stricte de la règle de droit par la prise en compte des situations individuelles spécifiques, c'est-à-dire une procédure souple où il y a une marge d'interprétation. Et là, je n'ai pas la possibilité d'assister à des médiations qui ont été conduites déjà par les centres de gestion, mais je sais ce qui se passe au tribunal en ce qui concerne les médiations dont nous avons la charge. Il y a la possibilité... les textes rappellent que l'accord doit être conforme à la légalité et qu'une collectivité ne peut pas être condamnée à payer plus qu'elle ne doit, mais il y a une marge de manœuvre. Et cette marge de manœuvre permet parfois la médiation. Il y a dans le contentieux administratif une multitude de possibilités de régularisation, par exemple. Il y a dans l'appréciation possible de certains préjudices une marge très importante. Et donc, il y a une possibilité, effectivement, pour l'agent de discuter avec son administration. Alors, cette possibilité est d'autant plus importante que la médiation est gratuite et que l'agent a la possibilité de se faire assister d'un conseil. Voilà les réflexions que je voulais vous livrer. Il reste des incertitudes quant à ce mécanisme. L'une des incertitudes qui me vient à l'esprit, mais il y en a une flopée, c'est est-ce que la médiation, lorsque l'agent prend un avocat, est susceptible de relever de l'aide juridictionnelle? Théoriquement, oui, parce qu'il y a un article de la loi de 91 sur l'aide juridictionnelle, et même deux, qui prévoit la rémunération d'un avocat qui assiste avant même tout litige un requérant ou un justiciable qui demande à ce que l'on aboutisse à une transaction, et même si la transaction n'a pas abouti. Alors, comme l'a indiqué monsieur le professeur, se pose la question de l'accord final, de son homologation ou de sa non-homologation. L'homologation est prévue par le texte. C'est une dérogation à une jurisprudence maintenant relativement ancienne du Conseil d'État de 2002, syndicat de la Île-et-Rose, dans lesquels on estimait que l'homologation est irrecevable, sauf dans des cas très précis d'une transaction de régularisation ou d'intérêt général. Il y a donc là, je dirais, une brèche qui est ouverte par le texte réglementaire. Reste à savoir, effectivement, ce que l'on homologue. Est-ce que c'est un accord?
Est-ce que c'est une transaction avec des concessions réciproques? Si c'est simplement une régularisation d'une mesure de fonctionnaire, je pense qu'on ne peut pas véritablement le qualifier de transaction. On pourra la qualifier de transaction notamment lorsque le contrat portera sur des conséquences indemnitaires. Et là, comme on l'a souligné aussi, il faut une suite, c'est-à-dire que le conseil municipal devra dans ce cas entériner le contrat, entériner la transaction. On pourra en reparler, mais effectivement, ce sont des questions qui se posent, comme se posent encore des questions de définition ou de délimitation du champ de ce mécanisme. Alors, en conclusion, je dirais que la médiation préalable obligatoire n'en est qu'à ses débuts, à ses premiers pas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une expérimentation, mais qui a, comme toutes les expérimentations qui ont été faites à l'initiative du Conseil d'État, une portée juridique, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a des conséquences et des effets juridiques. Je suis prêt à parier qu'elle sera étendue, qu'elle est vouée à être étendue, parce que cette pratique est une pratique administrative, je dirais, du XXIe siècle. Son développement futur est à envisager, et vous devez l'envisager. Alors on peut se poser la question, là aussi, de l'intervention d'un tiers, d'un regard extérieur. Je dirais le débat entre transparence et confidentialité, on l'a dit, lorsque effectivement la transaction passe devant le conseil municipal, il n'y a plus de confidentialité. Toutes ces questions devront être résolues, mais en tout cas, c'est un nouveau moyen de culture du dialogue au sein de l'administration et surtout pour les centres de gestion, je dirais une consécration de leurs compétences telles que jusqu'à présent, elle a été prévue par la loi de 84 sur la fonction publique territoriale. Je vous remercie.